Bonjour à tous. Alors cette vidéo est faite tout d'abord pour récapituler un peu les différents indices de parenté du vivant que l'on a vus au cours des chapitres précédents, puisque dans le DS j'ai constaté quelques difficultés à restituer ces connaissances. Donc j'espère que ce sera plus clair pour vous à la fin de cette vidéo. Et ensuite elle sert aussi à expliquer dans une suite logique ce qu'on va faire la semaine prochaine, et que vous soyez prêts et que vous ayez compris pourquoi on va faire ça. Tout d'abord, donc, les différents indices de parenté du vivant. D'abord, l'unité chimique que l'on a caractérisée, c'est-à-dire que les molécules du vivant sont composées d'atomes, donc le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre, qui sont retrouvés chez tous les êtres vivants. Ensuite, nous avons vu l'unité cellulaire, d'abord au niveau de la structure, c'est-à-dire que toutes les cellules sont composées d'une membrane plasmique qui borde un cytoplasme. Les cellules eucaryotes, ici végétales et ici animales, sont composées d'un noyau, dans lequel il y a l'information génétique. Au microscope optique, ici, on ne voit pas le noyau des cellules végétales. Ce que vous voyez au bord, là, ce sont des organites, donc ici des chloroplastes. Là, on voit le noyau des cellules animales. Et ici, il y a un autre groupe de cellules, elles vivent toutes seules, donc ce sont des êtres unicellulaires, et leur information génétique est directement dans le cytoplasme. Il n'y a pas de noyau, il n'y a pas non plus d'organites. Ce sont les prokaryotes. Ensuite, nous avons caractérisé l'unité cellulaire aussi au niveau fonctionnel, c'est-à-dire que toutes les cellules échangent, ici, de l'eau par exemple, avec l'épiderme d'oignon. On avait mis de l'eau salée pour voir les échanges avec l'environnement. Et ici, des gaz. Donc, on a suivi la consommation de dioxygène par la cellule et le rejet de CO2 à la suite de l'injection du glucose, puisque c'était la respiration cellulaire qui avait lieu au sein de la suspension de levure. Donc ça illustre le métabolisme cellulaire. Toutes les cellules ont un métabolisme cellulaire. Enfin, le quatrième indice de parenté du vivant, c'était l'ADN. Quand on avait pris comme exemple la transgénèse, par exemple, donc de la GFP depuis la méduse vers la souris, on avait vu qu'il était possible que un gène à la base codé dans la méduse, qui donne une protéine fluorescente verte, pouvait être transféré dans le noyau d'une cellule eucaryote animale, donc de souris, et produire une souris verte. Et ça, c'est vraiment grâce à l'universalité de l'ADN, c'est-à-dire que l'ADN est toujours composé de ces 4 mêmes nucléotides, et le A est toujours complémentaire du T, le C toujours complémentaire du G. Maintenant, on peut comparer les ADN entre eux, de différents organismes, et voir le pourcentage de gènes qu'ils ont en commun. Et donc on voit ici que entre l'homme et le chimpanzé, il y a quasiment 99% de gènes en commun, donc on est très très proche. Par contre, si on prend une mouche qui est plus éloignée de nous, on voit qu'il y a 36% de gènes en commun. Ces indices-là qu'on a trouvés sur la parenté du vivant illustrent le fait que nous avons tous un ancêtre commun, donc une origine commune. À partir de ça, on a été ensuite au Muséum Aquarium et nous avons vu qu'à partir de cette origine commune, il y avait eu beaucoup d'évolutions. Beaucoup d'espèces se sont formées, certaines ont disparu, on voit ici le tigre à dents de sabre ou même des squelettes ici de dinosaures. Ces espèces ont disparu, d'accord? Donc la biodiversité que l'on constate à un temps donné n'est qu'un moment de l'évolution. Donc ici vous avez pris de très belles photos illustrant la biodiversité à l'échelle spécifique. Et puis nous avons aussi pris des photos de la biodiversité à l'échelle écosystémique, par exemple ici un écosystème qui est la mangrove. Donc l'écosystème, c'est bien le milieu avec les animaux qui habitent dedans et aussi les végétaux, d'accord? C'est le milieu plus les organismes qui habitent. On a ici aussi des coraux et ici un agrosystème, puisque c'est un écosystème géré par l'homme et pour l'homme, un agrosystème du coup. Enfin, en retournant en classe, on a vu la biodiversité à l'échelle génétique, c'est-à-dire au sein d'une même espèce. Par exemple, les humains, nous sommes tous de la même espèce et pourtant nous sommes tous différents. Pareil ici, des papillons de la même espèce, pourtant on pourrait croire que lui, qui est quand même assez différent de lui, n'est pas de la même espèce, mais si, puisqu'ils peuvent se reproduire ensemble et avoir une descendance féconde. Et ici, pareil, des escargots d'une même espèce qui ont pourtant des coquilles de couleurs totalement différentes. Alors comment expliquer cette variété,
cette diversité au sein même d'une espèce? Eh bien, c'est parce que les gènes qui codent des caractères s'expriment de différentes façons. Ça s'appelle les allèles. Par exemple, des gènes qui codent pour la couleur de la coquille d'escargot, il y en a plusieurs, et en plus pour ces gènes, il y a plusieurs allèles possibles. Donc, quand l'escargot se reproduit, il transmet un des deux chromosomes à la descendance, au hasard, soit celui qui vient de la mère, soit celui qui vient du père, et donc les allèles se combinent de manière aléatoire, et les combinaisons évoluent. Ce ne sont pas toujours les mêmes allèles qui se retrouvent ensemble. Donc ça, c'est une des deux forces évolutives qui est due au hasard, c'est la dérive génétique. Donc là, vous pouvez prendre votre activité 10, donc faites pause si vous voulez, allez chercher votre cours et vous notez la définition à la suite de l'activité 10, donc soit après le bilan, soit après la critique du modèle que nous avons fait pour modéliser la dérive génétique. C'est donc la transmission aléatoire des allèles lors de la reproduction. Et là, c'est donc le hasard qui agit. Puisque, quand nous l'avons fait en classe, on avait une population de papillons au départ avec des couleurs différentes, et pour chaque groupe, nous avons vu que, à la fin, la couleur dominante de papillon n'était pas souvent la même. Ensuite, nous avons modélisé la sélection naturelle. Pareil, à la suite du schéma bilan sur la sélection naturelle, je vous invite à noter la définition pour que vous compreniez mieux ce que c'est. Donc, selon la sélection naturelle, les caractères adaptés à l'environnement sont sélectionnés. Ce sont donc les individus les plus adaptés à l'environnement qui survivent. Donc, quand vous étiez un papillon, quand vous avez choisi votre papillon, donc soit blanc, gris ou noir, et que vous vous êtes posé sur différents supports, eh bien quand je passais avec la mésange, si vous étiez sur un support d'une couleur très différente de vous, je vous mangeais. Donc, vous n'étiez pas adapté à l'environnement. Et seuls ceux dont la couleur se confondait avec le support ont survécu. Ces deux forces évolutives-là agissent ensemble et peuvent permettre l'apparition de nouvelles espèces. Maintenant, au sein de toutes ces espèces, l'homme a voulu faire du classement. Il a voulu regrouper les espèces en fonction des points communs qu'elles avaient. Ça s'appelle la classification phylogénétique du vivant, en groupe emboîté. Donc ça, vous l'avez vu normalement tout au long de votre collège. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. De toute façon, c'est simple à comprendre. C'est seulement les êtres vivants qui partagent des caractères en commun, et bien on les met ensemble, dans une même boîte. Donc là, vous avez 5 photos d'animaux. Et je vous demande de réfléchir et de me trouver des points communs à ces animaux. Les points communs qui feraient qu'on les met ensemble. Et de me trouver le nom qui caractérise ce groupe d'êtres vivants. Par opposition avec ceci. Ces êtres vivants-là, ces 4 animaux, comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas faire partie du groupe de ceux-ci? D'accord? Quels sont les caractères que eux ne possèdent pas, qui sont pourtant partagés par ceux-ci? Tout ça, c'est vraiment pour vous faire trouver le nom de ce groupe ici, et quels sont les caractères en commun partagés par les animaux de ce couple. À la suite du coup de la définition de sélection naturelle que vous avez notée, vous pouvez écrire chapitre 6, la parenté au sein d'un groupe d'êtres vivants, et donc écrire le nom que vous venez de trouver. Puisque nous allons nous intéresser à un groupe d'êtres vivants spécifique pour caractériser la parenté qui les unit. Voilà, donc ce groupe-là. Ça, du coup, c'est grâce à l'anatomie externe. Là, on a vu, peut-être, vous avez trouvé des caractères qu'ils ont en commun en analysant leur anatomie externe. Mais il y a peut-être aussi des points communs au niveau de l'anatomie interne. Peut-être un plan d'organisation qui est le même, suivant des axes de symétrie par exemple, qui sont les mêmes. Mais pour ça, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire pour étudier l'anatomie interne d'un être vivant? Mais je vous donne un indice, ça commence par un D. Et ça, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc devinez le mot, je pense que vous l'avez deviné. Et en tout cas, cette activité nécessite vraiment la blouse. Donc n'oubliez surtout pas votre blouse, ainsi qu'une bonne dose de calme et de concentration,
parce qu'il va falloir être minutieux pour le TP de la semaine prochaine. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très bon week-end.